Le lycée privé Saint-Augustin brillait sous le soleil de juin 2009. Ses murs de pierre claire et ses jardins parfaitement entretenus respiraient l'excellence et la tradition. Dans ce temple de l'élite parisienne, Clara détonnait. À 17 ans, elle portait le même jean délavé depuis 3 mois et des baskets dont la semelle se décollait légèrement. Ses cheveux bruns, coupés par sa mère dans la cuisine de leur HLM, n'avaient jamais vu un coiffeur professionnel. Mais ses yeux noirs pétillaient d'une intelligence rare. Ce matin-là, Clara serrait contre elle son devoir de littérature. 15 pages manuscrites sur Les Misérables de Victor Hugo. Elle y avait mis son âme, écrivant tard dans la nuit sous la lampe de chevet, pendant que sa mère rentrait de son travail de femme de ménage. Jean Valjean me ressemble, avait-elle écrit en conclusion. Lui aussi venait de nulle part. Lui aussi a dû prouver sa valeur dans un monde qui ne voulait pas de lui. La salle de classe bourdonnait des conversations matinales. Autour d'elle, ses camarades discutèrent de leurs vacances d'Adeauville ou de leurs stages dans les entreprises de leurs parents. Clara restait silencieuse, habituée à ce décalage quotidien. Madame Delacroix entra avec son port altier habituel. À 45 ans, elle incarnait l'autorité intellectuelle. Tailleur noir impeccable, cheveux châtains relevés en chignon strict, regard perçant derrière des lunettes fines. Agrégée de lettres, elle enseignait dans ce lycée prestigieux depuis 15 ans. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Ses mains tremblaient imperceptiblement en posant son cartable. La veille, elle avait reçu un appel qui l'avait bouleversée. Sa première famille d'accueil, celle qui l'avait humiliée enfant, venait de léguer une fortune à des œuvres de charité. L'ironie la rongeait. « Nous allons rendre les devoirs sur Victor Hugo », annonça-t-elle d'une voix plus sèche qu'à l'ordinaire. Elle distribua les copies une à une, commentant brièvement chaque travail. Les élèves fortunés récoltaient leurs habituels 14 et 15 sur 20. Quelques encouragements par-ci par-là. Clara attendait, le cœur battant. Elle savait son devoir excellent. Elle avait relu Les Misérables 3 fois, consulté des analyses critiques à la bibliothèque municipale, passé des heures à peaufiner chaque phrase. Madame Delacroix s'arrêta devant son bureau. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de la professeure, Clara lut quelque chose d'étrange. Une fêlure, une colère qui ne lui était pas destinée, mais qui allait pourtant l'atteindre de plein fouet. « Mademoiselle Clara », dit Madame Delacroix en posant la copie sur la table. 4 sur 20. Clara cligna des yeux, certaine d'avoir mal vu. Elle retourna la feuille. Non, c'était bien ça. 4 sur 20. Sa gorge se serra. Mais, Madame, il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. Le silence se fit dans la classe. Tous les regards convergèrent vers elle. Madame Delacroix la fixa intensément, et dans ses yeux, Clara vit une tempête qu'elle ne comprenait pas. Une erreur ? La voix de la professeure monta d'un cran. Vous osez remettre en question mon évaluation ? Clara sentit ses joues s'empourprer. Autour d'elle, ses camarades retenaient leur souffle, flairant le scandale. Non, madame, mais j'ai travaillé dur sur ce devoir. J'ai passé des semaines à... Taisez-vous ! L'explosion fut brutale. Madame Delacroix se dressa, le visage déformé par une rage disproportionnée. Dans sa tête, les voix du passé résonnaient. Une petite rien du tout comme toi. Tu ne seras jamais à ta place ici. Les mêmes mots qui l'avaient brisé 40 ans plus tôt. Vous croyez vraiment mériter mieux ? Cracha-t-elle. Avec vos analyses de pacotille et votre identification pathétique à Jean Valjean ? Clara recula sur sa chaise, pétrifiée. Jamais un professeur ne lui avait parlé sur ce ton. Un misérable comme toi ne mérite pas d'être ici, hurla Madame Delacroix, perdant tout contrôle. Retourne dans ta banlieue. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Puis, lentement, les ricanements commencèrent. D'abord timides, puis plus francs. Quelqu'un siffla. Un autre applaudit ironiquement. Clara restait figée, les mots résonnant dans sa tête comme autant de gifles. Misérable. Banlieue. Ne mérite pas d'être ici. Madame Delacroix réalisa soudain l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Le trauma de son propre passé avait ressurgi sans prévenir, transformant cette adolescente en bouc émissaire de sa propre douleur. Mais il était trop tard. Clara se leva lentement, ramassa ses affaires avec une dignité tremblante et sortit de la classe sous les regards moqueurs de ses camarades. Dans le couloir, seule,
Elle s'adossa au mur et laissa couler ses larmes. Mais déjà, au fond de sa poitrine, quelque chose de nouveau naissait. Une rage froide, une détermination de fer. Elle sortit un stylo et écrivit sur la couverture de son agenda « Madame Delacroix, 15 juin 2009. Je n'oublierai jamais. » 15 ans plus tard, elle tiendrait parole. Mais ce jour-là, Clara ne savait pas encore que Madame Delacroix, effondrée dans sa voiture après les cours, pleurait elle aussi. Elle ne savait pas que cette humiliation publique entrait la professeure chaque nuit. Elle ne savait pas que dès le lendemain, Madame Delacroix commencerait à financer anonymement des bourses d'études, tentant désespérément d'expier ce moment de folie. 2 femmes brisées par le même système. 2 destins qui venaient de se nouer dans la douleur. L'histoire de leur rédemption commune ne faisait que commencer. 3 heures plus tard, cité des Érables, banlieue nord. Clara poussa la porte de l'appartement HLM. L'odeur de javel et de fatigue flottait dans l'air. Sa mère, Marie, nettoyait encore ses uniformes de femme de ménage dans l'évier minuscule. « Tu rentres tôt, ma chérie », dit Marie sans se retourner. « Comment s'est passé ton devoir ?» Clara s'effondra sur le canapé défoncé. Les mots refusaient de sortir. Comment expliquer l'humiliation? Comment avouer qu'elle avait échoué? Clara, quelque chose ne va pas? Marie se tourna et vit le visage ravagé de sa fille. En un instant, elle comprit. Elle avait vu cette expression trop souvent dans le miroir de sa propre enfance. « Raconte-moi. » D'une voix brisée, Clara relata la scène. Chaque mot de Madame Delacroix résonnait encore dans sa tête comme un poison. Marie serra les poings. Elle qui s'était sacrifiée, qui avait pris 3 emplois pour payer les frais de scolarité, qui avait cru en ce lycée prestigieux. Elle avait naïvement pensé que l'excellence de Clara suffirait. « Ma chérie » murmura-t-elle en prenant sa fille dans ses bras. « Ne les laisse jamais te convaincre que tu vaux moins qu'eux. » Cette nuit-là, Clara pleura jusqu'à l'épuisement. Puis, dans l'obscurité de sa chambre, elle prit une décision. Elle sortirait de cette cité. Elle réussirait. Et un jour, Madame Delacroix regretterait chaque mot. Au même moment, appartement bourgeois du 16e arrondissement, Madame Delacroix se servit son 3e verre de vin. Ses mains tremblaient encore. Dans sa tête, la scène tournait en boucle. Le visage de Clara, ses larmes retenues, les rires cruels de la classe. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle repensa à cette copie, brillante, sensible, pleine d'une compréhension profonde de Victor Hugo. Clara avait écrit sur la rédemption avec une maturité saisissante. Et elle, Élisabeth Delacroix, l'avait détruite. Soudain, les souvenirs l'assaillirent. 1976. Elle avait 8 ans, orpheline fraîchement placée chez les Montclair, famille bourgeoise du 7e arrondissement. Officiellement adoptée, officieusement transformée en domestique. Une petite rien du tout comme toi devrait être reconnaissante, lui crachait Madame Montclair quand elle renversait un verre. Retourne dans ton trou, sifflait-elle quand Élisabeth osait exprimer une opinion. 40 ans plus tard, elle avait reproduit la même violence. Sur une enfant innocente, sur Clara. Élisabeth attrapa son téléphone et composa le numéro du lycée. Il fallait qu'elle répare, qu'elle change la note, qu'elle s'excuse publiquement. Mais la ligne était coupée. Trop tard pour ce soir. Elle passa la nuit éveillée, rongée par la culpabilité. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle consacrerait sa vie à réparer cette erreur. Lendemain matin, lycée Saint-Augustin, Clara ne vint pas en cours. Ni le jour suivant, ni celui d'après. Madame Delacroix apprit par la secrétaire que Clara avait été déscolarisée. Ses parents avaient retiré le dossier. Aucune adresse de contact laissée. Elle a disparu de ma vie avant que je puisse me racheter, pensa Élisabeth, le cœur serré. Cet après-midi-là, elle se rendit dans son bureau de directrice adjointe et rédigea un chèque de 1 000 €. Bénéficiaire, Fondation pour l'égalité des chances. Motif, bourse anonyme pour élèves méritants. Ce serait le premier de centaines d'autres. 2 semaines plus tard, lycée public Jean Jaurès Clara s'inscrivit dans un lycée de banlieue. Fini les murs de pierre et les jardins parfaits. Ici, les couloirs sentaient le désinfectant et résonnaient de cris d'adolescents. Mais Clara s'en fichait. Elle avait un plan désormais. Baccalauréat mention très bien. Classe préparatoire, grande école. Puis elle reviendrait chercher Madame Delacroix. Le soir, elle travaillait chez McDonald's.
5 heures de service après les cours. L'argent pour aider sa mère, mais surtout pour nourrir sa rage. Chaque client méprisant, chaque remarque condescendante renforçait sa détermination. Elle gravait tout dans sa mémoire. Les humiliations, les injustices, les regards de pitié. Un jour, ce serait elle qui aurait le pouvoir. Un jour, elle ferait payer Madame Delacroix. Mais Clara ne savait pas encore qu'à quelques kilomètres de là, son ancienne professeure pleurait chaque soir en signant des chèques de bourse d'études. 2 femmes brisées par le même système poursuivaient leur chemin parallèle, ignorant que leur destin était déjà lié pour l'éternité. L'une nourrissait sa soif de vengeance. L'autre tentait désespérément d'expier son crime. Toutes deux ne savaient pas encore qu'elles finiraient par se sauver mutuellement. L'annonce résonna dans la cour du lycée public comme un coup de tonnerre. Clara Martinez. Mention très bien. 3 ans après l'humiliation, Clara tenait sa première victoire. 18,7 de moyenne générale. Première de sa promotion. Autour d'elle, ses camarades explosaient de joie. Elle restait immobile, un sourire froid aux lèvres. Sa mère Marie pleura de bonheur. Mais Clara pensait déjà à la suite. Classée préparatoire littéraire, puis HEC ou Sciences Po. Le plan se déroulait parfaitement. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle sortit sa liste secrète. Depuis l'humiliation, elle collectait méthodiquement des informations sur Madame Delacroix. Articles de presse, photos de remise de prix, participation à des colloques littéraires. Un détail retint son attention. Delacroix rêvait de quitter l'enseignement pour le conseil en communication. Plusieurs interviews l'attestaient. Clara surligna l'information avec satisfaction. Les pièces du puzzle se mettaient en place. 2 années de prépa plus tard, Clara avait intégré Henri IV, temple de l'élite française. Ses anciens camarades de Saint-Augustin étaient là aussi, mais ne la reconnaissaient non plus. Fini les vêtements usés. Clara avait économisé chaque euro pour s'habiller correctement. Elle parlait maintenant leur langage, maîtrisait leur code. Elle était devenue invisible parmi eux. Un soir à la bibliothèque, un étudiant s'approcha de sa table. « Tu travailles toujours aussi tard ?» Clara leva les yeux. Grand, brun, regard intelligent. Il ne cachait pas ses origines modestes comme les autres. « J'ai un objectif », répondit-elle, simplement. Julien sourit. Il comprenait cette obsession du succès. Lui aussi portait une blessure secrète qui le poussait vers l'excellence. Ils commencèrent à étudier ensemble, puis à se confier. Julien parlait de son père ouvrier, de sa mère caissière. Clara évoquait sa mère femme de ménage, mais garda le silence sur sa vraie motivation. Certains secrets devaient rester enfouis. Le jour où Clara reçut ses résultats, HEC changea sa vie. Major de promotion au concours d'entrée. Julien avait décroché Sciences Po section droit. Ils s'installèrent dans un studio de banlieue, partageant tout, les rêves, l'ambition, les nuits blanches. Clara se spécialisa en communication de crise. Ironie qu'elle ne percevait pas encore. Elle apprenait à réparer les réputations détruites. Ses professeurs étaient impressionnés par sa compréhension intuitive des mécanismes de l'humiliation publique et de la réhabilitation. Clara excellait à transformer les scandales en opportunités de renaissance. « Vous avez un don pour saisir la psychologie des victimes », lui dit un jour son professeur. Clara ne répondit pas. Elle savait d'où venait ce don. Entre-temps, ses recherches sur Delacroix continuaient. Elle découvrit que sa cible avait créé un fonds de bourses anonymes juste après leur confrontation. Culpabilité tardive, nota Clara dans son carnet secret. Le soir où Clara annonça son projet à Julien, marqua un tournant. « Je vais ouvrir ma propre agence de conseil », déclara-t-elle après avoir obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. « Tu es sûre ? C'est risqué de se lancer si jeune ?» s'inquiéta Julien. « J'ai confiance », répondit Clara avec ce sourire mystérieux qu'il ne comprenait pas. Elle avait déjà choisi le nom « Phénix Conseil », renaissance après la destruction, comme elle allait renaître après avoir détruit Delacroix. Clara décrocha rapidement ses premiers clients dans sa nouvelle agence. Personnalités publiques tombées en disgrâce, politiciens corrompus, dirigeants accusés de harcèlement, célébrités prises en mensonge. Elle les aidait tous à retrouver une image acceptable. Elle connaissait parfaitement les mécanismes de la chute et de la rédemption. Julien la serra dans ses bras, admiratif de son ambition. Il ne savait pas qu'il aimait une femme habitée par la vengeance. Clara non plus ne savait pas qu'à quelques kilomètres,
Madame Delacroix venait de signer son 127e chèque de bourse d'études. 2 femmes construisaient leur avenir sur les ruines du même passé, l'une pour se venger, l'autre pour expier. Elles ignoraient encore que leur chemin allait bientôt se croiser, et que cette rencontre changerait absolument tout. Le jour où Clara signa le bail de ses premiers bureaux marqua le début de sa vraie guerre. Tour Montparnasse, 14e étage. Vue panoramique sur Paris. Loin, très loin de la cité des érables où elle avait grandi. Elle caressa la plaque dorée qui ornait l'entrée. Phénix Conseil, spécialiste en réhabilitation d'images. Julien l'accompagnait pour cette inauguration symbolique. Il rayonnait de fierté devant l'accomplissement de sa compagne. Clara souriait, mais ses pensées étaient ailleurs. Dans 6 mois, elle aurait assez de clients pour lancer la phase 2 de son plan. Son premier succès retentissant arriva plus vite que prévu. Un député accusé de détournement de fonds vint frapper à sa porte. Désespéré. Les médias l'avaient crucifié. Sa carrière semblait finie. « Personne ne veut plus de moi », avoua-t-il, effondré dans le fauteuil face au bureau de Clara. Elle l'étudia froidement. Cet homme puissant, réduit à mendier une seconde chance. Exactement comme elle avait été réduite à rien dans cette salle de classe. « Je peux vous sauver », déclara-t-elle simplement. « Mais il faut me faire entièrement confiance. » Clara orchestra la renaissance du député avec un génie tactique impressionnant. Elle transforma son scandale en histoire de rédemption. L'homme corrompu devint le repenti exemplaire qui aidait maintenant les associations caritatives. En 3 mois, il retrouvait ses fonctions. Le bouche à oreille fonctionna comme une traînée de poudre. Les clients affluèrent. Dirigeants d'entreprise, personnalités du spectacle, hommes politiques. Tous ceux que la société avait jetés aux oubliettes venaient chercher leur résurrection chez Clara. Elle les sauvait tous, méthodiquement, brillamment. « Comment fais-tu ça ?» lui demanda Julien un soir, émerveillé par ses succès. « Je comprends la douleur », répondit Clara, en rangeant un nouveau dossier. « Quand on a été brisé, on sait comment réparer. » Julien la serra contre lui, ému par cette sensibilité qu'il croyait comprendre. Il ne savait pas que Clara parlait de vengeance, pas de compassion. L'année suivante, Clara dut déménager dans des bureaux plus grands, puis recruter une équipe. Son cabinet devenait une référence incontournable. Mais plus son succès grandissait, plus elle ressentait un vide étrange. Chaque client sauvé aurait dû la rapprocher de son objectif. Pourtant, elle se sentait parfois creuse. Un soir, en rentrant chez elle, Julien l'attendait avec du champagne et un sourire mystérieux. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demanda Clara. « Nos 5 ans ensemble. Et ça. » Il sortit un écrin de sa poche. Clara resta figée. Une demande en mariage. Maintenant. Alors qu'elle était si proche du but. « Julien, Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, l'interrompit-il doucement. Mais je voulais que tu saches à quel point je t'aime. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas, coincée entre l'amour de Julien et sa soif de vengeance. 2 chemins incompatibles qui la tiraillaient. Au matin, elle prit sa décision. Elle reporterait sa réponse. Pas tant que Madame Delacroix courait encore libre. Quelques mois plus tard, une information changea la donne. Clara lisait les nouvelles éducatives comme chaque matin, surveillant discrètement la carrière de sa cible. Un entrefilet attira son attention. Fermeture du lycée privé Saint-Augustin suite à un scandale financier. Son cœur s'emballa. Elle approfondit ses recherches. Le lycée avait fermé définitivement. Les professeurs étaient licenciés, y compris Madame Delacroix. Clara sourit pour la première fois depuis des mois. Un sourire glacé, prédateur. Sa proie venait de perdre sa protection. Elle était maintenant vulnérable, seule face à Clara et à toute sa puissance nouvellement acquise. Le moment de la confrontation approchait enfin. Mais Clara ne savait pas encore que Madame Delacroix, chez elle, pleurait en lisant la même nouvelle. Non pas par apitoiement sur elle-même, mais parce qu'elle ne pourrait plus aider autant d'élèves défavorisés. Elle ne savait pas non plus que son ancienne professeure venait de signer son 203e chèque de bourse d'études. 2 femmes se préparaient à la bataille finale. L'une armée de sa réussite éclatante, l'autre protégée seulement par ses remords. La collision était inévitable. La transformation de Clara stupéfia tout le monde. En 2 ans, Phénix Conseil était devenue l'agence la plus redoutée et respectée de Paris.
Clara dirigeait maintenant 15 employés depuis ses bureaux d'angle, vêtus de tailleurs griffés qui coûtèrent plus que le salaire mensuel de sa mère. Mais quelque chose avait changé en elle. Quelque chose que Julien remarquait sans oser l'analyser. Le matin où Amélie, nouvelle stagiaire issue d'un milieu modeste, renversa du café sur le dossier Martineau, Clara explosa. « Vous êtes là grâce à une bourse, pas pour détruire mon travail », cracha-t-elle devant toute l'équipe. « Un peu de reconnaissance ne vous ferait pas de mal. » Un silence de mort s'abattit sur l'open space. Amélie rougit, humiliée. Clara réalisa soudain tous les regards braqués sur elle, mais balaya sa gêne d'un geste hautain. « Reprenez le travail », ordonna-t-elle avant de claquer la porte de son bureau. Julien la rejoignit quelques minutes plus tard, troublé. « Tu ne crois pas que tu as été un peu dure ? » « Elle doit apprendre », répliqua Clara sans lever les yeux de son écran. Le monde professionnel n'est pas tendre. Mais au fond d'elle, une voix murmurait quelque chose qui la dérangeait. Une voix qu'elle préférait ignorer. Les mois suivants, ces incidents se multiplièrent. Clara développait une intolérance particulière envers ses employés d'origine modeste. Elle les critiquait plus sèchement, leur laissait moins de chances à l'erreur. Marcus, consultant junior qui venait de banlieue, supportait mal ses remarques cassantes. Un jour, il osa réagir. « Vous me parlez comme si j'étais inférieure. C'est injuste. » Clara le fixa froidement. Dans ses yeux, Marcus vit une dureté qu'il ne comprenait pas. L'injustice, c'est la base de ce métier. Si vous ne pouvez pas l'accepter, changez de voie. Marcus démissionna la semaine suivante. Puis ce fut au tour de Sandrine, assistante venue de province. Puis de Karim, graphiste autodidacte. « Tu as remarqué que tu ne gardes jamais les employés issus de milieux populaires ?» lui fit remarquer Julien un soir. Clara haussa les épaules avec indifférence. « Ils n'ont pas le niveau, c'est tout. » Mais cette nuit-là, seule dans son lit, elle se demanda pourquoi elle reproduisait inconsciemment les comportements de ceux qui l'avaient jadis méprisée. Elle chassa vite cette pensée dérangeante. L'appel qui allait changer sa vie arriva un mardi matin pluvieux. « Madame Clara, ici le Figaro. Nous préparons un dossier sur les success stories françaises. Votre parcours nous intéresse. » Clara accepta immédiatement. Une interview dans le Figaro donnerait une visibilité nationale à son cabinet. Et peut-être que Madame Delacroix la lirait. Le journaliste, séduit par son histoire, titrait déjà son article. « De boursière humiliée à coach en résilience. Le phénix Clara Martinez. » Clara raconta sa méthode révolutionnaire. Transformer la honte en force. Utiliser les traumatismes comme tremplin vers la réussite. Elle évoqua son passé modeste, l'injustice subie au lycée, sa renaissance spectaculaire. « Votre spécialité, c'est vraiment de ressusciter les morts sociaux ?» demanda le journaliste, facité. « Exactement. Quand on a touché le fond, on sait mieux que personne comment remonter à la surface. » L'article parut 3 semaines plus tard. 2 pages en couleur, photos professionnelles, témoignages élogieux de ses clients. Clara sourit en lisant le titre. Parfait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans un petit appartement du 13e arrondissement, Madame Delacroix venait de lire le même article, et qu'elle avait reconnu son nom. Elisabeth Delacroix posa le journal en tremblant. Cette Clara Martinez, était-ce possible? Cette femme d'affaires brillante, cette experte en réhabilitation, était-ce la même adolescente qu'elle avait brisée 15 ans plus tôt? Elle relut l'article plusieurs fois. Injustice subie au lycée. Transformer la honte en force. Les indices s'accumulaient. Son cœur se serra. Si c'était bien elle, alors Clara avait construit toute sa carrière sur le traumatisme qu'elle lui avait infligé. Elle avait transformé cette humiliation en super pouvoir professionnel. Elisabeth se dirigea vers son secrétaire et sortit un chéquier, le 267e de sa série. Bénéficiaire, Fondation pour l'égalité des chances. Mais cette fois, le geste lui sembla dérisoire. Comment quelques bourses anonymes pouvaient-elles compenser une vie entière bâtie sur la souffrance? Pour la première fois depuis 15 ans, elle eut envie de chercher Clara, de lui demander pardon en face, de lui expliquer son propre traumatisme d'enfance. Elle n'imaginait pas qu'au même moment, Clara lisait et relisait son article, espérant secrètement que sa cible le verrait. 2 femmes pensaient l'une à l'autre sans le savoir. La confrontation finale approchait à grands pas. La décision d'Elisabeth Delacroix
fut prise dans un moment de désespoir absolu. 3 mois après avoir lu l'article sur Clara, elle n'arrivait plus à dormir. Chaque nuit, les mêmes images la hantaient. Le visage brisé de cette adolescente, les rires cruels de la classe, ses propres mots venimeux qui résonnaient encore dans sa tête. Le courrier d'éducation nationale qui confirma son licenciement définitif fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À 58 ans, avec une carrière détruite par la fermeture du lycée, elle n'avait plus rien à perdre. Ce matin-là, elle prit son courage à 2 mains et rédigea un email à Phoenix Conseil. « Madame Martinez, je souhaiterais solliciter un entretien pour un poste de consultante senior. Mon expérience en éducation et ma connaissance approfondie de la psychologie humaine pourraient me servir votre méthode de réhabilitation. » Elle mentit sur ses motivations réelles, prétendant chercher une reconversion professionnelle après la fermeture de son établissement. Mais au fond de son cœur, elle savait la vérité. Elle venait demander pardon à la femme dont elle avait brisé la jeunesse. Clara reçut le CV d'Elisabeth Delacroix un mardi après-midi ordinaire. Son assistante avait simplement glissé le dossier dans la pile des candidatures dites spontanées. Clara parcourait machinalement les profils quand ce nom la frappa comme un coup de poing. Delacroix, Elisabeth, professeure de littérature. Son cœur s'arrêta une seconde, puis se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Ses mains tremblèrent en ouvrant le CV complet. C'était elle, forcément elle. Clara resta immobile pendant 10 minutes, fixant cette feuille de papier qui matérialisait 15 années de haine et de préparation. Sa proie venait d'elle-même se jeter dans ses filets. Un sourire glacé étira lentement ses lèvres. Jamais elle n'avait imaginé que ce serait si facile. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de Delacroix. « Madame Delacroix ? Clara Martinez, directrice de Phoenix Conseil. J'ai reçu votre candidature. Pouvez-vous venir demain à 15h ? » La voix au bout du fil tremblait légèrement. « Bien sûr, Madame Martinez. Merci infiniment. » Clara raccrocha et éclata d'un rire qui n'avait rien d'humain. 15 ans d'attente touchaient à leur fin. Cette nuit-là, ni Clara ni Elisabeth ne fermèrent l'œil. Clara arpentait son salon, répétant mentalement la scène qu'elle avait fantasmée 1000 fois. L'humiliation publique, la destruction méthodique, la revanche parfaite. Elle imaginait déjà le visage de Delacroix quand elle comprendrait qui elle avait en face d'elle. La peur dans ses yeux, les excuses pathétiques, la supplication. « Demain, tu paieras pour chaque larme que tu m'as fait verser », murmura Clara à son reflet dans la fenêtre. À quelques kilomètres de là, Elisabeth tournait en rond dans son petit appartement. Elle avait préparé un discours, répété ses excuses, cherché les mots justes pour expliquer son geste inexcusable. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'aucune excuse ne pourrait effacer 15 années de souffrance. « Au moins, j'essaierai », se dit-elle en regardant la photo de sa classe de 2009 qu'elle gardait précieusement dans un tiroir. Sur le cliché jauni, Clara souriait encore. C'était avant que tout bascule. Le lendemain, à 14h55, Elisabeth Delacroix se présenta à l'accueil de Phoenix Conseil. Ses mains moites serraient un dossier qui contenait ses recommandations, ses diplômes, sa lettre de motivation. Mais surtout, elle serrait contre elle 15 années de culpabilité. L'assistante la fit patienter dans le hall d'accueil luxueux. Marbre noir, œuvre d'art contemporain, vue imprenable sur Paris. Le symbole parfait de la réussite éclatante de Clara. « Madame Martinez va vous recevoir », annonça finalement l'assistante. Elisabeth se dirigea vers le bureau directoriel, le cœur battant à tout rompre. Elle poussa la porte et découvrit une femme élégante, dos tourné, contemplant la ville par la baie vitrée. « Asseyez-vous, je vous prie », dit Clara sans se retourner. Sa voix était posée, professionnelle, mais Elisabeth y décela une tension particulière. Clara se tourna lentement, théâtralement. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis 15 ans. Le choc fut mutuel et brutal. Elisabeth devint livide. Clara savoura cette seconde de pure terreur dans les yeux de son ancienne professeure. « Alors, Madame Delacroix, » murmura Clara avec un sourire de prédateur, « nous nous retrouvons enfin. » Le moment tant attendu venait de commencer. La confrontation finale pouvait débuter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elisabeth Delacroix resta figée sur sa chaise, le visage décomposé.
Ses mains tremblaient sur son dossier de candidature. Clara savoura chaque seconde de cette terreur qu'elle avait attendue 15 ans. « Vous me reconnaissez, n'est-ce pas ?» murmura Clara en se penchant vers elle comme un fauve face à sa proie. Elisabeth hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Dans ses yeux, Clara lut de la peur, mais aussi autre chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, du soulagement. « Oui », balbutia finalement Elisabeth. « Clara, mon Dieu, Clara !» Clara se redressa, jouissant de sa position dominante. 15 ans de préparation pour ce moment exact. Elle avait tout planifié. L'humiliation, la destruction, chaque mot qui briserait définitivement cette femme. Mais Elisabeth la surprit. « Je ne suis pas venue pour un emploi », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Je suis venue pour vous demander pardon. » Clara cligna des yeux, déstabilisée. Ce n'était pas le scénario prévu. « Pardon ?» répéta-t-elle avec un rire glacé. « Vous croyez vraiment qu'un simple pardon peut effacer ce que vous m'avez fait ?» Elisabeth se redressa lentement, puisant dans ses dernières forces. « Non, rien ne peut effacer ça. Mais il faut que vous sachiez quelque chose d'important. » Elisabeth respira profondément avant de commencer son récit. « J'avais 8 ans quand mes parents sont morts. Accident de voiture. J'ai été placée chez les Montclair, famille bourgeoise du 7e arrondissement. » Clara fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Officiellement, ils m'avaient adoptée. En réalité, j'étais leur domestique déguisé. Madame Montclair me criait dessus pour le moindre verre renversé. Elle me disait exactement les mêmes mots que ceux que je vous ai dits. La voix d'Elisabeth se brisa. « Un misérable comme toi ne mérite pas d'être ici. Retourne dans ton trou. Je les ai entendus 1000 fois pendant 10 ans. » Clara sentit quelque chose vaciller en elle, mais résista à cette émotion parasite. « Et alors ? Ça excuse votre comportement ? » ?»« Non, » admit Elisabeth. « Rien ne l'excuse. Mais le jour où je vous ai humilié, j'étais dans un état second. J'avais appris la mort de Madame Montclair le matin même. Tous ces souvenirs traumatiques sont remontés d'un coup. » Elle sortit un mouchoir pour essuyer ses larmes. « Votre devoir sur les misérables m'avait bouleversée. Vous écriviez sur Jean Valjean avec la même douleur que j'avais ressentie enfant. Ça m'a terrifiée. J'ai reproduit sur vous la violence qu'on m'avait fait subir. » Clara resta silencieuse, mais son visage s'était durci davantage. Cette histoire ne changeait rien. Delacroix essayait de se faire passer pour une victime, exactement comme ses clients manipulateurs. « Très émouvant, » dit-elle froidement. « Mais vous oubliez quelque chose. » Elle ouvrit son ordinateur portable et fit défiler plusieurs pages. « Depuis 15 ans, je vous surveille. Je sais tout de votre vie, y compris vos petites donations anonymes pour vous donner bonne conscience. » Elisabeth eut un mouvement de surprise. « Comment savez-vous pour les bourses ?»« Je sais tout, » cracha Clara. « 267 bourses d'études financées depuis 2009. Très généreux de votre part. Mais savez-vous combien j'ai versé en thérapie pour oublier votre humiliation ? Savez-vous combien de nuits j'ai pleuré ?» Elle se leva, marchant autour d'Elisabeth comme un prédateur. « Vous avez détruit une adolescente innocente. Et vous croyez que quelques chèques anonymes suffisent ?» Elisabeth leva les yeux vers elle, et Clara y lut une résignation totale. « Non, je sais que rien ne suffira jamais. Mais ces bourses, elles m'ont permis de sauver d'autres Clara. D'empêcher que d'autres enfants vivent ce que je vous ai fait subir. » À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit. Julien entra, un sourire aux lèvres, avant de s'arrêter net en découvrant la scène tendue. « Excuse-moi, je ne savais pas que tu avais un rendez-vous, » dit-il à Clara. Puis son regard se posa sur Elisabeth et son expression changea radicalement. « Madame Delacroix ?» Elisabeth sursauta en entendant son nom. « Vous me connaissez ?» Julien acquiesça, troublé. « Vous étiez la professeure de ma petite sœur au collège Sainte-Marie. Vous l'avez aidée quand elle traversait sa période d'anorexie. Vous avez même financé sa thérapie anonymement quand mes parents n'avaient plus d'argent. » Le silence qui suivit cette révélation fut plus lourd que tous les précédents. Clara regarda alternativement Julien et Elisabeth, son monde parfaitement organisé, s'effritant soudain. « Tu la connais ?» balbutia-t-elle. Julien hocha la tête, de plus en plus confus par la situation. « Elle a sauvé ma sœur, littéralement. Sans elle,
Sophie serait peut-être morte. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa cible n'était pas seulement son ancienne bourreau. C'était aussi l'ange gardien de la famille de l'homme qu'elle aimait. Tout s'effondrait. Le monde de Clara venait d'exploser en 1000 morceaux. Julien la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Un mélange de confusion, de déception et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Clara, » dit-il lentement, « peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici ?» Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment expliquer 15 années de haine secrète? Comment avouer qu'elle avait construit leur relation sur un mensonge? Elisabeth se leva doucement de sa chaise. « Je crois qu'il vaut mieux que je parte, » murmura-t-elle. « Non !» explosa Clara, retrouvant soudain sa voix. « Vous ne partirez pas avant que j'aie fini. » Julien sursauta face à cette violence qu'il ne reconnaissait pas. « Clara, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes de rage. « Ce qui m'arrive? Cette femme a détruit ma vie. Elle m'a humiliée devant toute une classe quand j'avais 17 ans. À cause d'elle, j'ai dû quitter le lycée, abandonner mes rêves, tout recommencer à zéro. » Julien écarquilla les yeux, commençant enfin à comprendre. « L'histoire que tu m'as racontée sur ton ancien lycée, c'était elle ?» Clara hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Depuis 15 ans, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Me venger. Tout ce que j'ai construit, c'était pour ce moment exact. Pour qu'elle paie enfin. » Julien recula d'un pas, comme si Clara était devenue une étrangère. « Tu veux dire que, pendant toutes ces années, tu as préparé ta vengeance? » « Oui, » avoua Clara dans un souffle. « Et moi, notre relation, nos projets d'avenir, c'était quoi pour toi? Un accessoire dans ton plan de vengeance? » Clara sentit son cœur se briser face à la douleur dans la voix de Julien. « Non, Julien, je t'aime vraiment. Ça n'a rien à voir avec... »« Ça a tout à voir, » l'interrompit-il. « Tu m'as menti pendant des années. Tu as bâti ta vie entière sur la haine. Comment peux-tu dire que tu m'aimes quand tu es habité par ça ?» Il désigna Elisabeth d'un geste tremblant. « Cette femme a sauvé ma sœur de la mort. Elle a payé des milliers d'euros de sa poche pour sa thérapie. Et toi, tu voulais la détruire ?» Clara réalisa soudain l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. En une seconde, sa soif de vengeance venait de lui coûter l'amour de sa vie. Elisabeth, qui était restée silencieuse, prit finalement la parole. « Julien, ne lui en voulez pas. Elle a le droit d'être en colère contre moi. »« Vous ne comprenez pas, » répliqua Julien sans quitter Clara des yeux. « Ce n'est pas de la colère. C'est de l'obsession maladive. Regardez ce qu'elle est devenue. » Il se tourna vers Clara avec une tristesse infinie. « Tu sais ce que j'ai remarqué ces derniers mois? Tu maltraites tous tes employés qui viennent de milieux modestes. Tu les humilies exactement comme elle t'a humilié. Tu es devenu ce que tu détestais. » Ces mots frappèrent Clara comme une gifle. Elle revit soudain tous ces moments où elle avait été cassante avec Amélie, Marcus, Sandrine. Tous ces regards blessés qu'elle avait ignorés. « C'est faux, » balbutia-t-elle. « Je ne suis pas comme ça. »« Si, » dit doucement Elisabeth, « et je m'en veux terriblement. En vous blessant, je vous ai transformé en quelqu'un comme moi, quelqu'un qui reproduit la violence qu'elle a subie. » Clara s'effondra dans son fauteuil de direction, réalisant enfin la vérité atroce. Elle était devenue Madame de la Croix. Julien sortit l'écrin de fiançailles de sa poche et le posa sur le bureau de Clara. « Je t'aimais, » dit-il simplement. « Mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui nourrit autant de haine, pas quelqu'un qui ment depuis des années. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « J'espère qu'un jour tu trouveras la paix, Clara. Vraiment. » La porte se referma derrière lui dans un claquement définitif. Clara fixa l'écrin sur son bureau, puis leva les yeux vers Elisabeth qui n'avait pas bougé. « Vous êtes satisfaite, » murmura-t-elle. « Vous avez détruit ma vie une deuxième fois. » Elisabeth s'approcha lentement du bureau. « Non, Clara. Cette fois, c'est vous qui avez tout détruit, en choisissant la vengeance plutôt que l'amour. » Clara éclata en sanglots, 15 années de haine et de douleur s'évacuant d'un coup. Pour la première fois depuis cette humiliation au lycée, elle se sentait complètement vidée. Elisabeth contourna le bureau et posa doucement sa main sur l'épaule de Clara. «
Mais il n'est pas trop tard, chuchota-t-elle. Il n'est jamais trop tard pour changer. Dans ce bureau luxueux symbole de réussite, 2 femmes brisées par le même cycle de violence commencèrent enfin à entrevoir une lueur d'espoir. La vraie guérison pouvait commencer. Mais à quel prix? 6 mois après l'effondrement, Clara ne se reconnaissait plus dans le miroir. Fini les tailleurs griffés. Elle portait un simple pull noir, ses cheveux tombaient librement. Dans ses yeux, la dureté avait laissé place à la sérénité d'une femme en paix avec ses démons. Phoenix Conseil avait fermé. Clara avait tout vendu et redistribué l'argent à ses anciens employés. Une façon de s'excuser pour toutes les humiliations inconscientes. Ce matin-là, elle avait rendez-vous dans un lieu impensable quelques mois plus tôt. Le centre d'aide aux jeunes de Créteil bourdonnait d'activité. Clara rejoignit Elisabeth dans le bureau principal. En 6 mois, elles avaient appris à se connaître vraiment. Pas comme bourreaux et victimes, mais comme 2 femmes brisées par le même système, tentant de le réparer ensemble. « Tu es prête pour l'inauguration ?» demanda Elisabeth. Clara hocha la tête. Aujourd'hui naissait la Fondation Phoenix, Centre national contre le harcèlement scolaire. Les journalistes veulent comprendre notre association, sourit Elisabeth. Ils comprendront, répondit Clara. Devant l'assemblée bondée, Clara prit la parole. Il y a 15 ans, j'étais une adolescente humiliée par ma professeure. Cette humiliation a nourri une haine qui a failli détruire ma vie. Elle chercha le regard d'Elisabeth. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Nous avons compris que la violence engendre la violence. Briser ce cycle, c'est notre mission. Elisabeth se leva. Le jour où j'ai humilié Clara, j'ai reproduit mes propres traumatismes d'enfance. L'expiation véritable, c'est transformer notre douleur partagée en force collective. Après la conférence, Clara sortit prendre l'air. Une silhouette familière s'approcha. Julien. Bonjour Clara. Julien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu l'inauguration aux informations. Je voulais te voir. Ils observèrent les enfants jouer dans la cour. Tu as l'air apaisé, constata-t-il. Je le suis, enfin. Sophie m'a dit quelque chose de beau. Parfois, les plus grandes blessures deviennent les plus grandes forces, à condition d'accepter de les transformer. Clara sentit les larmes monter. Je ne sais pas si on peut retrouver ce qu'on avait, avoua Julien. Mais j'aimerais apprendre à connaître la nouvelle Clara. Elle aimerait te connaître aussi, murmura-t-elle. 1 an plus tard, la Fondation Phoenix était devenue une référence nationale. Clara et Elisabeth parcourèrent la France, sauvant d'autres adolescents du cycle de la violence. Clara n'avait jamais retrouvé son empire financier, mais elle avait trouvé mieux, la paix intérieure et un amour reconstruit avec Julien. Le soir de ses 30 ans, Clara repensa à cette adolescente qui avait juré de se venger. Cette Clara-là était morte dans un bureau de la tour Montparnasse. À sa place était née une femme qui avait compris la plus belle des leçons. La vraie victoire n'est pas de détruire celui qui nous a fait du mal, c'est de l'aider à devenir meilleur, et par ce geste, devenir meilleur soi-même.